face some of the issues that they do and how folks end up becoming undocumented as a result. And then we're going. Et puis, nous allons ensuite vous raconter certaines histoires vécues par nos membres attribuables à la COVID-19 pour vraiment vous donner le contexte de la réalité des gens, pour vous expliquer notre travail, les enjeux que rencontrent nos membres. Donc, ça va vous donner une espèce de tableau plus concret. Hassan et moi travaillons tous les deux pour l'Alliance des travailleurs migrants pour le changement. Nous sommes basés en Ontario. Notre alliance est à la fois une coalition et un organisme. En tant que coalition, nous avons 23 membres, groupes membres dirigés par les migrants qui travaillent par et pour les migrants, et nous travaillons ensemble à du travail de défense des intérêts, de réforme, de modification des politiques. En tant qu'organisme, notre Alliance pour le changement organise directement des travailleurs migrants en Ontario, donc travaille directement auprès des travailleurs migrants agricoles, notamment dans la région du Niagara, et des étudiants migrants également, des étudiants étrangers. Et donc, nous avons 3 lignes d'urgence pour les travailleurs, par notre travail au sein de l'Alliance, en anglais, français et en espagnol, et par ces lignes d'urgence, nous fournissons de l'information, du soutien, de la défense des intérêts de ces travailleurs. Nous établissons des liens aussi avec les travailleurs ainsi, et nous soutenons la formation de groupes de travailleurs migrants dans les campus, dans les fermes, qui ensemble identifient certains de leurs besoins et certaines des priorités d'action pour changer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, et pour changer les politiques qui contribuent aux conditions de travail qu'ils vivent, qu'ils subissent. Alors, nous sommes également le secrétariat de tout le réseau des travailleurs migrants. Notre réseau compte 43 membres, des groupes de justice pour les migrants, par et pour les migrants. La plupart sont des organismes bénévoles de la base. Plusieurs sont gérés par des migrants eux-mêmes ou par des travailleurs temporaires étrangers. Un peu comme notre alliance, ces groupes offrent un soutien direct aux migrants et intègrent leurs membres locaux dans des initiatives locales, régionales, provinciales et fédérales visant le changement. Pendant la COVID-19, toutes nos organisations se sont mises en 4e et en 5e vitesse dans le but d'offrir un soutien immédiat aux travailleurs et à leurs familles, de la nourriture, du logement, des soins d'urgence, etc., etc. Donc voilà un aperçu de qui nous sommes, et étant donné que notre alliance fait du travail auprès des migrants en Ontario, mais coordonne aussi tout le réseau, nous allons essayer de présenter le point de vue de tous ces organismes qui font partie de notre alliance. Je donne la parole à Hassan qui va parler du contexte politique. Merci, Karen. Bonjour à tous. Alors, je voudrais situer ce dont nous parlons parce que l'envergure de la crise est inconnue. 750 000 personnes arrivent au Canada chaque année avec des permis temporaires pour travailler, pour étudier ou comme réfugiés. 3/4 million. Plusieurs de ces personnes sont incapables de maintenir leur statut. Donc, à un moment donné, ils perdent leur papier, ils deviennent des sans-papiers. En conséquence de quoi, si vous incluez les migrants qui sont temporaires avec des permis ou sans statut au Canada, nous comptons de 1,6 à 1,8 millions au pays en même temps. Ça, c'est l'estimé le plus conservateur. Certains estiment que ce chiffre est plus élevé. Mais même avec cet estimé conservateur, cela signifie que beaucoup de personnes dans son pays sont des personnes non résidentes. Donc, une personne sur 30 en fait. Et ça agit sur la façon dont les gens vivent, travaillent,
etc. Si vous n'avez pas de statut, vous ne pouvez pas être avec votre famille. Dans beaucoup de cas, vous ne pouvez pas obtenir des soins de santé, vous ne pouvez pas obtenir d'instruction, d'éducation, d'aide sociale. Vous ne pouvez pas affirmer vos droits au travail parce que si vous dénoncez un mauvais emploi, vous pouvez être déporté. Quand on pense à ces catégories, surtout qui constituent la communauté migrante dans nos communautés d'immigration, les travailleurs agricoles dépendent d'un permis temporaire, ils ne peuvent changer d'emploi sans d'abord avoir trouvé un nouvel employeur. Et ce processus prend de 3 à 6 mois et coûte 1 000 $. Et ils doivent aussi obtenir un permis de travail. Ça coûte 150 $ et ça prend plusieurs mois. Quitter un mauvais emploi peut signifier 6 mois sans emploi. Mais parce que ces travailleurs migrants vivent souvent dans la maison de leur employeur, ça veut dire qu'ils seront sans abri en même temps. Imaginez à quel point c'est difficile de quitter un mauvais emploi. Cette crise est telle qu'au cours du dernier recensement, le taux de personnes à faible revenu sans résidence permanente était de 42,7 %. Plus de 42 % des résidents donc temporaires qui ont rempli le recensement ont dit que leur revenu était en dessous du seuil de la pauvreté. Pour les immigrants racialisés, ce taux est de 17 %, mais pour ceux qui ne sont pas résidents, c'est plus de 42 %. Donc, nos membres sont les plus pauvres au pays. Et rappelez-vous que plusieurs des personnes qui ont un revenu encore moins élevé n'ont pas rempli ce recensement à cause de la peur des conséquences. Et donc, les données sont sans doute plus élevées que nous le pensons. Avec la COVID, et nous allons vous parler d'autres cas réels, c'est que cette crise de pauvreté, mes excuses, je vais ralentir un peu, je parle trop vite. Et donc, avec la COVID-19, nous nous rendons compte que la crise de pauvreté, d'exclusion, de capacité d'affirmer ses droits de base sont exacerbés. C'est-à-dire, nos membres font face au désespoir. Nos communautés ne peuvent pas se nourrir. Nos membres ne peuvent pas obtenir des soins de santé. Ils perdent leurs revenus à des taux sans précédent. Et aucune prestation fédérale ne vient les aider. En plus, parce que les gens sont si démunis, si exclus des mécanismes actuels d'aide, il n'y a pas de coussin pour eux. Cela signifie qu'ils subissent donc des conséquences de vie irréversibles. Si vous perdez votre revenu, vous vendez votre voiture, mais c'est votre voiture qui vous permet d'aller travailler, alors vous avez perdu un revenu pendant longtemps. Certains membres ont dit on n'a pas pu continuer d'envoyer de l'argent chez nous. Ça veut dire que leurs familles n'auront pas de toit et la saison des pluies s'en vient. Ils perdront toute leur possession. Certains n'ont pas assez de revenus pour donner naissance, pour avoir un accouchement encadré. Donc, ils doivent donner naissance à la maison sans aide. Cela aura des conséquences. Les chirurgies sont abandonnées. Certains sont en retard pour leur loyer de 3 mois. Et donc, ça veut dire qu'ils vendent leur possession. Ce qui est important, c'est que nous n'allons pas émerger de cette crise pendant très longtemps parce que les gens ont déjà un tel recul qu'ils ne pourront pas s'en remettre. Lorsque nous pensons à nos communautés, entre les travailleurs agricoles, les travailleurs temporaires étrangers, les étudiants étrangers, etc., il est important de les situer correctement dans le bon contexte. Donc, je vais vous parler d'un de nos membres qui dispense des soins. Elle est au pays depuis 7 ans et demi. Elle est censée travailler pour son employeur pendant 24 mois, faire comptabiliser ses heures de travail. En d'autres mots, il faut avoir effectué 24 mois de travail, puis on peut demander le statut de résident permanent. Toutefois, parce qu'elle a dû quitter de mauvais emplois, un de ses employeurs est décédé, elle a dû trouver autre chose. Donc, elle est au Canada depuis plus longtemps, mais n'a pas pu accumuler les heures requises à cause de la COVID. Elle est sans emploi et elle n'a pas de travail parce que personne ne veut recruter une aide domiciliaire parce que, bon, avec la COVID, personne ne veut d'une nouvelle personne dans sa maison.
Elle a perdu son toit. Nous avons pu l'aider pour qu'elle ait accès à un revenu d'urgence, un abri d'urgence, mais il y a des centaines et des centaines de personnes comme elle, rien que dans son secteur d'activité. Je vais redonner la parole à Karen, qui va parler des autres groupes avec qui nous travaillons. Merci, Hassan. Nous allons passer un peu de temps à parler des travailleurs agricoles. Comme Andrea l'a mentionné et comme plusieurs l'ont entendu dans les médias, il y a eu beaucoup de cas de COVID dans les fermes en Ontario. Et en fait, à l'extérieur du secteur des soins de santé de longue durée, le taux le plus élevé de COVID s'est trouvé dans le système agricole, soit dans les établissements agricoles ou dans les salaisons, les abattoirs, pardon. Et donc, nos organisateurs militent pour le changement. Nous avons des lignes d'urgence et celui qui s'occupe de la ligne espagnole a reçu un appel d'un travailleur de Scotland Farms, là où il y a le plus grand nombre de cas en Ontario, plus de 180 cas de COVID confirmés. Elle a donc reçu un appel d'un de ses travailleurs qui a été hospitalisé. Et lui et 4 autres ont été amenés à l'hôpital avec des symptômes. 2 ont été placés aux soins intensifs. Il a appelé et il a dit qu'ils étaient à l'hôpital depuis 3 jours et n'avaient reçu aucun service d'interprétation. Personne ne leur avait encore parlé espagnol. Ils ne savaient pas quel genre de test était effectué sur eux. Ils ne savaient pas quel était leur diagnostic, quel traitement ils recevaient et leur famille n'avait pas été avisée de leur maladie. Notre intervenante a commencé à chercher de l'interprétation. En fait, ce n'est pas ce que l'on fait, mais bon, elle a fait. Alors, le lendemain, elle essayait de trouver un interprète pour faire la traduction à l'hôpital pour ses travailleurs. Et on l'a appelé le lendemain. Un anesthésiste l'a appelé qui traitait un de ses travailleurs, lui demandant de traduire pour lui, de lui dire que on lui mettrait... on le placerait sous sédation pour lui mettre un ventilateur. Donc, on a passé le téléphone au travailleur, mais la communication a été coupée. On n'a plus de nouvelles de ce travailleur depuis. Alors, voilà le genre d'exemple, de situation, de nombreux échecs superposés du système. Et nous avons été débordés d'appels des travailleurs agricoles qui se plaignent d'être envoyés au travail avant d'avoir reçu le résultat de leur test pour la COVID, de travailler aux côtés de travailleurs malades, des travailleurs qui vivent dans des logements inappropriés. Nous savons que c'est un problème et c'est en grande partie à blâmer pour la crise de la COVID. D'ailleurs, dans ce secteur, 6 travailleurs dans une chambre, 20 par maison, pas d'accès à des fournitures sanitaires, les travailleurs qui travaillent de 16 à 18 heures par jour pour compenser le manque de main-d'œuvre causé par la fermeture des frontières. Très peu de nouveaux travailleurs ayant pu venir au Canada. Nous avons aussi des gens qui vivent d'autres genres de situations. Un travailleur que nous soutenons à Toronto qui est venu au Canada avec son épouse. Ils se sont fait prendre par un consultant frauduleux qui les a leurrés par rapport au visa. Le travail administratif n'avait pas été fait, donc ils sont arrivés ici sans numéro d'assurance sociale et devant compter sur un emploi en construction au noir. Mais évidemment, ce travail s'est arrêté à cause de la COVID. Mais on les forçait toujours à aller travailler, malgré qu'on leur disait que les autorités leur disaient de rester à la maison. Parce qu'ils devaient aller travailler, ils avaient besoin de cet argent. Et son épouse était enceinte. Donc, il n'avait pas accès à des soins de santé, pas de soutien aux revenus, inadmissible à la PCU et très peu de travail. Depuis, ils ont eu leur bébé, ils ont donné naissance le 20 mai, ils n'ont pas d'assurance maladie en Ontario. L'hôpital allait les facturer 20 000 $ pour l'accouchement. Et ils ont trouvé à la place une sage-femme qu'ils ont payé 4 500 $ aussi. Ils ne les ont pas. Et là, on se bat pour récupérer cet argent. Cette famille n'a même pas pu payer son logement. Alors, je sais qu'on veut se garder du temps pour les questions.
Et je vais conclure en disant que ce sont là certains des exemples de situations dans lesquelles nos membres se trouvent à cause de l'envergure de la crise et la mesure dans laquelle nos organismes essaient de répondre aux besoins les plus fondamentaux, la nourriture, les soins de santé, les soins d'urgence, toutes ces choses qui sont essentielles pour que les gens puissent survivre et arriver au bout de leur journée. Donc, on a fait des levées de fonds. On a même donné de l'argent comptant pour permettre aux gens d'acheter l'épicerie. La situation est extrême. Le niveau de besoin est élevé, démesuré, bien plus grand que nos capacités. Nous avons des témoignages, une vidéo des témoignages de nos membres de quelques minutes. On aurait voulu la faire passer pour vraiment présenter ce qui se passe en ce moment avec la COVID. Hassan va la faire passer par ScreenShare. Non, à cause de la fonctionnalité de la plateforme, c'est impossible. Donc, je vais la déposer dans la boîte de discussion en anglais et en français. Alors, ces vidéos viennent d'entrevue d'une conférence de presse que nous avons faite en avril avec 7 travailleurs non documentés qui expliquaient le niveau de crise dans lequel ils se trouvent à cause de la COVID-19, la perte de travail, la perte de revenus, et à cause de leur statut, ils ne peuvent pas trouver un autre travail, ils ne peuvent pas quitter de mauvais emplois. Ils sont incapables, dans certains cas, de faire la demande de la prestation canadienne d'urgence. Et donc, cette vidéo raconte l'histoire de travailleurs dans tout le pays qui sont trouvés dans ces situations et qui explique pourquoi il est si nécessaire que le gouvernement réponde et vienne en aide à ces personnes. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter là pour voir si les participants à cet entretien ont des questions, soit pour moi, soit pour Hassan. Oui, merci Karen, merci Hassan. Nous allons nous assurer que lorsque nous mettrons cet enregistrement en ligne, nous ajouterons un texte ou enfin quelque chose pour indiquer que nous incluons la vidéo pour ceux et celles qui n'ont pas participé à cet entretien clair en direct. Et j'encourage ceux qui écoutent à mettre leurs questions dans la boîte de discussion. Donc, je vais commencer par une première question pendant qu'on donne quelques instants à nos participants. En fait, tout d'abord, une observation. Par rapport à la façon dont vous avez décrit la situation, les nombreuses couches, les nombreux échecs superposés, les couches superposées d'échecs, comme vous l'avez dit, Karen, la façon dont vous avez décrit les expériences de ceux que vous soutenez, votre organisme et votre réseau est très utile. C'est très choquant, évidemment, les expériences que vous avez décrites, mais tout cela montre clairement qu'il faut des mécanismes de soutien supplémentaires, surtout que vous avez dit que les autres subventions disponibles ne sont pas à la disposition de cette population. Je me demande si vous pourriez nous parler davantage du réseau national que vous soutenez et de la façon dont ce réseau essaie, pour sa part, de soutenir les membres, de consolider les capacités, d'obtenir du financement pour des capacités supplémentaires, vu l'urgence des besoins attribuables à la COVID. Donc, parlez-nous des répercussions pour ces organismes en particulier. Alors, nous avons 43 membres dans 10 provinces qui font partie du réseau, qui travaillent dans différents secteurs, les soins, les travailleurs domiciliaires, les étudiants, les travailleurs agricoles et d'autres. Tout le monde est en situation de crise, donc on va leur porter du papier de toilette. On va porter du papier de toilette dans les exploitations agricoles, des produits d'hygiène. Nous apportons de l'épicerie aux travailleurs domiciliaires parce que les employeurs ne les laissent pas sortir de la maison, on leur offre des services d'interprétation. S'ils ont besoin d'accéder à des services de santé, on a des centres de distribution, on fait de la collecte de fonds en ligne, on distribue de la nourriture, mais surtout de l'argent, parce que le loyer, c'est le plus grand problème pour tout le monde. Et donc, on fait des collectes de fonds et on distribue de l'argent, 300 $ à droite, 250 $ à gauche, tout ce qu'on peut aux travailleurs migrants qui n'ont pas accès aux prestations de soutien, comme les travailleurs GPS et Cargill.
où il y a eu tant de cas dans ces abattoirs. Et nous aidons aussi les gens à s'y retrouver dans les mécanismes juridiques. Tous les bureaux d'immigration sont fermés, donc des milliers de demandes sont rejetées à cause de cela. Nous offrons aussi, enfin, nous conduisons les gens en voiture, nous les aidons à sortir de leur maison. Nous faisons tout ce que l'on peut. Et nous avons ces lignes téléphoniques qui sont toujours encombrées. C'est très, très difficile pour nous de fonctionner virtuellement parce que nos membres n'ont pas accès à des plans de données, à des téléphones cellulaires. Dans certains cas, on distribue des téléphones cellulaires ou des cartes Wi-Fi pour que les gens puissent se brancher avec nous. Donc, on dépose ces cellulaires à différents endroits. On fait des webinaires d'information auprès des étudiants migrants avec 200 à 500 étudiants chaque année. Bon, il y en a un peu moins en ce moment. Alors, c'est très varié, en fait, nos interventions. Et pour réitérer ce que Karen a dit, les 3/4 des membres n'ont pas de bureau, les membres du réseau, je veux dire, n'ont pas de bureau, n'ont pas d'employés. Ce sont des bénévoles. Ils sont des migrants pour la plupart, y compris nous. Et donc, notre alliance fait office de secrétariat auprès de ce réseau. Nous sommes l'une des rares organisations avec du personnel et nous soutenons ce réseau. Ce réseau formé de personnes qui elles-mêmes ont des crises sanitaires, des crises de revenus, qui ont des familles en difficulté. Nous sommes dans un réseau global et la pandémie frappe tout le monde. Donc, on essaie de répondre aux besoins de base. Ces groupes ont été oubliés ou alors intentionnellement exclus par les programmes provinciaux et fédéraux. Merci de cette réponse très exhaustive. Karen, vouliez-vous ajouter quelque chose? Je vais simplement me contenter de dire que pour la diversité de notre réseau est quelque chose d'inestimable dans cette période de crise. On a pu échanger beaucoup d'informations. Nous sommes un centre d'échange d'informations, en fait, pour les gens qui soutiennent les membres. Et dans ce mode d'intervention d'urgence, tout le monde fait de son mieux. L'information est fractionnée et graduelle. La réalité change tout le temps. Et donc, ça a été très, très important pour nos organismes membres d'être informés, de pouvoir être en lien avec d'autres organismes, d'autres provinces qui répondent aux besoins des mêmes populations pour comparer leurs notes, pour voir comment les gens font, comment les gens accèdent aux services, à l'aide, aux prestations, etc. Donc, ils comparent leurs notes et ça a vraiment permis d'optimiser, de maximiser les rares ressources que nous avons. Nous sommes le seul réseau, au fait, au Canada à faire ce travail en ce moment. Dans cette mesure, le seul réseau à avoir un effectif aussi vaste, aussi diversifié, avec des membres qui travaillent donc sur le terrain. Alors, la richesse de l'information et du savoir que cela génère est extraordinaire quant à la façon dont cette crise est vécue par les travailleurs migrants et sans-papiers. C'est extrêmement riche et unique au Canada en ce moment. Et donc, même si nos groupes membres sont vraiment démunis, disons, devant l'ampleur de la crise, ils sont les mieux placés pour répondre aux besoins aussi. Et être en réseau nous permet d'optimiser notre capacité à répondre telle qu'elle est. Je voudrais aussi ajouter rapidement que le secteur de l'immigration, tous ces secteurs, donc, requièrent que les gens aient un permis. Il faut être un réfugié ou un demandeur de statut. Mais ces gens-là sont interdits de travailler avec ceux que nous soutenons. Parfois, on peut penser que ces gens-là sont peut-être servis par ce secteur. Il y a évidemment des exceptions. Oui, c'est un excellent commentaire aussi. Je vois, en fait, dans la boîte de discussion qu'il y a une question au sujet de la façon de joindre les organismes locaux, les organismes membres avec qui vous travaillez. Hassan, vous avez très généreusement inclus
vos adresses courriel. La vôtre et celle de Karen. Je ne sais pas si tout le monde les voit ou juste les panélistes. Ah, pardon, panélistes et participants. Donc, tout le monde voit votre adresse courriel et pourront vous joindre ainsi. Merci à vous deux, très sincèrement, d'avoir été des nôtres. Nous voulons respecter le temps qui avait été annoncé compte tenu de l'énorme travail que vous faites. Au nom de toutes les fondations communautaires, au nom des FCC, de mon équipe, merci à tous deux d'avoir été des nôtres et de nous avoir fait prendre conscience de l'expérience d'une communauté que nous connaissons mal. Vous avez certainement fait évaluer nos points de vue aujourd'hui déjà et nous sommes impatients de poursuivre la relation que nous avons établie avec vous et pour veiller à ce qu'elle continue bien au-delà de la COVID-19. Merci beaucoup. Merci, Andrea. Merci de nous avoir donné cette occasion. Merci. Formidable. Et merci à tous les participants. Ça a été formidable de vous avoir ici encore une fois pour cet entretien clair. Nous vous souhaitons un excellent vendredi après-midi et un très beau week-end. À lundi.